Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au CUM. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'inaugurer ce nouveau cycle, ce cycle qui va s'étendre sur toute l'année 2023, puisque nous avons le privilège et le plaisir au CUM de célébrer le 100e anniversaire de la naissance de René Girard. Donc nous allons le découvrir sous toutes ses facettes, l'homme, le penseur, son œuvre. Et nous avons beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, pour cette première conférence, celle qui inaugure ce cycle, nous avons avec nous Marie Girard et Guilhem Girard, qui sont respectivement sa petite-nièce et son petit-neveu, et qui sont très très actifs dans l'association aussi des Amis de René Girard, et qui œuvrent depuis longtemps et avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination, beaucoup de professionnalisme pour justement promouvoir son œuvre et continuer à faire vivre ce grand penseur. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite bien sûr la bienvenue à nos invités que nous sommes vraiment ravis de recevoir, et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors tout d'abord, je veux remercier Karine Marais de son accueil. Nous sommes très contents de venir ici à Nice. Et puis je voudrais aussi remercier Guillaume Quéron, qui est celui qui nous a mis en rapport avec le Centre universitaire méditerranéen pour le centenaire de l'anniversaire de René Girard, de la naissance de René Girard. Donc moi, je suis la présidente de la Société des Amis de Joseph et René Girard, qui a été fondée en 2019, justement en vue de ce centenaire, parce que notre souhait était d'enraciner René Girard dans son pays natal, puisqu'il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Il a terminé sa vie aux États-Unis, et la dernière institution française qui lui a reconnu un certain prestige, c'est donc l'Académie française, puisqu'il a été élu à l'Académie française. Mais en France, il n'est pas tellement présent dans la mémoire collective générale. Voilà, donc notre idée, c'est vraiment d'apporter René Girard auprès du plus grand public. Voilà, de là, mon travail, ça va être de vous présenter un peu l'homme, René Girard, le petit Avignonnais, et puis ensuite d'introduire un peu ce cycle de conférences pour vous expliquer un petit peu comment les choses vont s'organiser. Voilà, donc René Girard est né à Avignon le jour de Noël 1923, donc dans une famille française extrêmement caractéristique, puisque sa maman c'était une fervente catholique, issue d'une vieille famille du Nord Vaucluse et du sud de la Drôme. Et son père, lui, quant à lui, c'était un radical socialiste, élevé chez les jésuites, et un grand chartiste surtout. Et en fait, c'est un grand chartiste de la ville d'Avignon. Donc notre société s'appelle Société des Amis de Joseph et René Girard, puisqu'à la mémoire de René, on associe la mémoire de son père Joseph, qui a œuvré pour la ville d'Avignon entre 1905 et 1962. Et en fait, il est beaucoup plus connu à Avignon que son fils René. Donc il a été conservateur du musée Calvé, du Palais des Papes, du Palais du Roure. Il a même été celui qu'on est venu chercher au moment de la fondation du Festival d'Avignon, qui fait que le Festival d'Avignon se déroule dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'est en particulier à cause de Joseph Girard, puisqu'à l'époque, son fils René était à Paris, c'était un ami de René Char, c'était un jeune étudiant, qu'on a envoyé voir son père pour avoir la possibilité de s'installer dans la ville d'Avignon. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la situation de la vie de René. Donc ça, c'est Joseph Girard, donc son père, à l'enterrement de Frédéric Mistral. Puisqu'à l'époque, il était le président de l'Académie de Vaucluse. Il était déjà très connu dans le sud dans le Vaucluse. Et donc, il a eu une place d'honneur à l'enterrement de Frédéric Mistral. Donc ça, c'est Joseph Girard, avec ses 3 enfants, ses 3 aînés, puisqu'il a eu 5 enfants. Donc à gauche, c'est Henri Girard, notre grand-père. Le plus jeune, c'est René Girard. Et Marthe, la petite sœur. Puis ça, c'est un petit peu plus tard. Donc ça, c'est avant que René parte à Paris. Voilà, donc René Girard était un petit enfant très tumultueux, et il s'est fait renvoyer du lycée. Donc c'est son père qui l'a préparé au baccalauréat, puis il lui a fait préparer l'école des Chartes, puisque Joseph lui a dit c'est la seule chose que je suis capable de te faire faire, donc tu vas préparer l'école des Chartes. Donc René est rentré à l'école des Chartes, d'où son statut d'historien, en fait, à la base. Et là, il s'est beaucoup ennuyé, et ça ne lui a pas du tout plu. Et à la fin de l'école des Chartes, on lui a proposé un poste à Rabat. Et donc, plutôt que de prendre le bateau pour Rabat, il a pris le bateau
pour les États-Unis. Donc en 1947, il a 24 ans, même pas, et il prend le bateau pour les États-Unis. Et là, il devient un répétiteur de français, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Voilà, mais il se fait quand même remarquer, et il monte les échelons. Et donc, il se promène d'université en université, donc Johns Hopkins, le Bryn College, etc. Et sous l'effet de la pression qui régnait dans les universités américaines, il se retrouve contraint de publier. Donc, il publie des articles, et cela va donner lieu à son premier grand livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques. Voilà, donc ça, c'est ces voyages qu'il a fait entre les États-Unis et la France. Donc à l'époque, on prenait le bateau. Donc c'était des voyages qui mettaient 3 semaines. Donc voilà, ça c'est les vacances à Avignon, puisqu'il revenait en vacances à Avignon régulièrement, où il transportait la voiture sur les bateaux. Voilà, donc ça c'est le Don Quichotte. Alors ça c'est assez amusant, parce que ça c'est un Don Quichotte que son papa lui a offert quand il était petit, qu'il a transporté avec lui et qui était sur sa table de chevet quand il est mort. Et ce Don Quichotte que son papa lui a offert, c'est devenu un des livres de référence dans Mensonges romantiques et vérités romanesques. Donc c'est pour ça que ce livre a un caractère très important dans la famille, parce qu'il revêt plein de symboles. Voilà, donc en 1961, il passe 1 an à Avignon, et il finit Mensonges romantiques et vérités romanesques à peu près au même moment que son père écrit L'évocation du vieil Avignon. C'est à peu près concomitant. Donc là, c'est la fin de la vie de son père, et il écrit son premier grand livre, qui va le faire connaître assez rapidement dans le milieu universitaire. Donc je ne sais pas s'il s'en doutait vraiment à cette époque-là, mais c'est un livre de critique littéraire, donc d'historien, il est devenu critique littéraire, mais en tout cas, ça sera le début d'un long cheminement en tant qu'intellectuel, dans les méandres de la psychologie humaine. En fait, René Girard, on peut dire, c'est quelqu'un qui a essayé de rentrer dans les profondeurs de la psychologie humaine. Donc là, je laisserai Guillain vous parler de Mensonges romantiques, parce que c'est un livre de critique littéraire, donc c'est la première phase de René Girard, le René Girard littéraire. Voilà. Puis ensuite, 10 ans plus tard, il va publier son deuxième livre, qui est La violence et le sacré. Alors là, il lui a fallu 10 ans pour passer du statut de critique littéraire à celui d'anthropologue. Donc d'un René Girard littéraire, il devient quelqu'un un scientifique en réalité. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il a quand même mis 10 ans pour opérer ce travail, et La violence et le sacré a eu énormément de retentissement dans l'université française, et à ce moment-là, il est rentré dans la cour des grands des anthropologues. Voilà, donc ça a été lu par tous les grands anthropologues de l'époque. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à ce sujet, etc. Donc ça sera l'objet de la deuxième conférence, quand Lucien Scubla viendra, parce que Lucien Scubla a découvert René Girard avec La violence et le sacré. Donc c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune que René Girard, mais qui a très très bien connu René Girard, et qui est très attaché à cette idée d'un René Girard scientifique. Voilà, donc ça c'est son deuxième livre, écrit en 1972. Donc 6 ans plus tard, donc dans La violence et le sacré, il s'appuie sur les mythes pour expliquer les arcanes de la violence humaine et de la question du sacrifice. Alors évidemment, c'est quelque chose d'assez novateur, etc., puisque dans le Mensonge romantique et vérité romanesque, il met en place la question du désir mimétique, et dans La violence et le sacré, il explique cette question de ce désir mimétique qui se propage à la foule, qui finalement doit se résorber dans la recherche d'un bouc émissaire, qui ensuite se répète dans les sacrifices et les rites religieux. Donc là, c'est vraiment un livre d'anthropologie religieuse qui s'appuie sur les grands mythes archaïques. Donc dans son livre de 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde, là, au contraire, il va s'attaquer, enfin, c'est pas au contraire, hein, il poursuit son travail et il va entreprendre une grande étude de la Bible et donc montrer quelle est l'originalité du christianisme dans la question du sacrifice. Donc ça sera l'objet de la 3e conférence. Alors je ne vais pas trop vous en dire parce que il faudra venir pour comprendre. Enfin, son 3e livre, c'est vraiment le moment où il commence à rentrer dans les profondeurs de la Bible et des évangiles. 4 ans plus tard, c'est le bouc émissaire.
Puis ensuite, il faut que je clique sur le bon endroit. Voilà, La route antique des hommes pervers, qui est un grand commentaire du livre de Job. 1990, il revient sur la critique littéraire avec Shakespeare, Les Feux de l'envie. Alors, il aimait énormément Shakespeare. En fait, pour tout vous dire, en 2019, j'ai été faire le catalogue de sa bibliothèque avec un étudiant spécialiste René Girard. Et donc, on a ouvert tous ses livres et on a fait un catalogue extrêmement précis de tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque personnelle. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il écrivait énormément dans ses livres. Et donc, c'est très facile de voir quels étaient les livres qu'il lisait énormément, etc. Et Shakespeare occupe une place énorme dans sa bibliothèque. Et puis, je vois Satan tomber comme l'éclair, où, par exemple, il parle beaucoup des épîtres de saint Paul, qui sont aussi un de ses grands livres. Bon, là, je vous ai donné que quelques exemples, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà. Voilà. Et enfin, en 1981, il est nommé à l'université de Stanford, et c'est là qu'il terminera sa vie, donc en 2015. Il y a travaillé plus de 15 ans, et il avait transformé sa maison, qui est sur le campus de Stanford, donc, qui était au Frenchman's Road, donc ça, il faut quand même le faire, en petite enclave avignonnaise. Et à droite, c'est la bibliothèque de son père, Joseph Girard, qui a traversé l'Atlantique à la mort de son père et qui l'avait ramené chez lui. Voilà. Et donc là, à droite, c'est... Il faut que je fasse passer. Ça, c'est René Girard en 2003, donc l'un de ses derniers voyages en France. Donc ça, c'était à Avignon. Donc la dernière fois où il est venu à Avignon, c'était en 2003. C'est chez nous. Voilà. Et... Voilà, donc en 2015, lorsqu'il est mort, il nous a laissé une bibliothèque, et puis ses enfants sont américains, parce qu'il a épousé une américaine, et donc il laisse cette fameuse bibliothèque dont ses enfants ne savaient pas tellement quoi faire. Et donc quand nous on a monté cette société des Amis de Joseph et René Girard, ça a permis de donner un peu de consistance à la pensée de René en France, etc., et puis surtout de donner un enracinement de René à Avignon. Donc pour le centenaire, les enfants de René Girard ont décidé de faire rapatrier cette bibliothèque en France. Donc elle sera rapatriée à Avignon dans les prochains mois. Et à l'occasion de son centenaire, les restes de René Girard, qui sont encore aux États-Unis, seront ramenés à Avignon dans le tombeau familial. Donc ça se passera au mois de décembre 2023. Voilà, donc ça sera un grand événement pour la famille et puis pour tous ceux qui aiment René Girard, évidemment, puisqu'il sera enterré au cimetière d'Avignon, où il rejoindra son père. Donc ça sera un événement assez important pour nous tous, en tout cas. Voilà, donc pour terminer ces quelques propos liminaires, je voudrais juste vous montrer un petit peu de René Girard. Moi, je vais vous parler de mon sujet habituel. Je parle toujours du même sujet. Je parle toujours de la violence et du rôle qu'elle joue dans la culture humaine, au fond. Et j'en parle de diverses façons. Mais je ne vais pas parler au littéraire seulement, parce que j'ai toujours proclamé qu'il y avait quelque chose de scientifique dans la théorie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison décisive, bien sûr, de confirmer cette affirmation, mais il y a quand même des découvertes qui sont très proches de mes soucis sur la violence. Nous avons de bonnes raisons de nous interroger sur la violence parce que nous savons qu'elle grandit dans notre univers, n'est-ce pas? Mais les scientifiques ne remettent jamais en cause leur définition de la violence, qui est généralement en termes d'agression. Et si on dit agression, eh bien c'est un mot qui est un peu démagogique, je pense, parce que quand on pense à l'agression, on n'est jamais soi-même l'agresseur. Il est bien évident que nous ne sommes pas des agresseurs dont les comportements conduisent à des phénomènes violents, n'est-ce pas?
Donc, si on prend l'agression comme définition de la violence, personne n'est jamais responsable de la violence. Ce sont toujours les autres, des inconnus dont nous ne savons pas d'où ils viennent. Et au fond, on perpétue, et c'est l'essentiel peut-être, l'idée de la bonne nature humaine qui est celle de Rousseau. Corrompue par la société peut-être, mais bonne dans son essence première et qui pourrait rester bonne si on se débarrassait de la société, si on limitait son pouvoir, etc. Moi, ma thèse est un peu le contraire de cela. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour laquelle elle est controversée. Et beaucoup de gens pensent, parce que je suis parti du roman, ce que le roman montre avant tout, c'est que la violence entre les hommes est rivalitaire, n'est-ce pas? Ce caractère rivalitaire de la violence, il est là, si vous avez vu 5 pages de Mensonges romantiques, vous savez ce qu'il est. C'est dans le roman chevaleresque, le roman de Cervantes, qu'il est visible dès le départ. Il est essentiellement combat entre deux rivaux. Entre deux rivaux pour quelque chose, ou pour la gloire, ou pour... Mais il y a toujours un enjeu entre eux qui est disputé. Voilà, donc c'était pour faire une petite introduction à la conférence de Guillain sur Mensonges romantiques et sur l'importance du roman chez René Girard, puisque en 2007, lors de cette dernière conférence à Paris, à l'École normale supérieure, il commence encore sa conférence en se référant à Cervantes. Voilà, donc je te laisse la parole. Eh bien, après cette vidéo, je me sens bien démuni parce qu'au fond, René Girard vient de nous exposer en quelques mots le cœur, sans doute, de sa pensée. Mais je vais tâcher, lors de cette première conférence, de vous présenter les prémices de la pensée de René Girard. René Girard, c'est d'abord et avant tout l'homme d'un concept. René Girard établit un concept qui est celui du triangle mimétique. Au fond, qu'est-ce que c'est que le triangle mimétique? Le triangle mimétique peut se définir en 3 points. Je pense que beaucoup parmi vous, sinon la majorité, connaît déjà ce qu'est le triangle mimétique. Mais pour la clarté du propos, je pense qu'il est quand même important que je le rappelle très brièvement. Le triangle mimétique peut se définir en 3 points. Le premier point, qui est contre-intuitif, qui est qu'il n'y a pas de désir autonome. On ne désire jamais selon soi, mais selon l'autre. Nous y reviendrons un peu après, au cours de notre propos. Puisque on ne désire jamais selon soi, mais selon l'autre, on arrive donc au deuxième point, qui est que le désir est par définition triangulaire. C'est-à-dire que dans le désir, nous avons un sujet désirant, qui désire un objet. Mais le désir de cet objet n'est pas une ligne droite, en quelque sorte, mais passe par une médiation, par un médiateur. Le désir est médiatisé et on va voir une personne par rapport à laquelle le sujet va désirer un objet. Par conséquent, et nous arrivons au 3e point de ce qu'est le désir, l'objet désiré n'a pas de valeur propre, ni même de valeur relative au sujet désirant. Mais la valeur d'un objet correspond à l'admiration que le sujet éprouve à l'égard de son médiateur. Le médiateur est en quelque sorte un soleil qui projette ses rayons sur l'objet qui, de lui-même, ne dispose d'aucun éclat. Je reprends ici une métaphore que René Girard emploie lui-même dans le premier chapitre de Mensonges romantiques, vérité romanesque. Après avoir rappelé ce qu'est le désir, qui par essence est triangulaire, je voulais rappeler que la critique littéraire est une porte d'entrée pour dévoiler et exposer ce phénomène anthropologique. Ce phénomène, parce qu'il est constitutif de l'être humain, concerne toutes les réalités humaines.
Par conséquent, René Girard, s'il utilise la littérature comme porte d'entrée pour visiter l'édifice du désir mimétique, ne considère pas la littérature comme horizon indépassable du champ d'études anthropologiques. Et c'est un point qui est important, parce que René Girard a recours à la critique littéraire, mais il n'est pas critique littéraire. Ce n'est pas son métier, si je puis dire, principal. Alors, avant de vous exposer les différents points de notre réflexion pour présenter très brièvement la pensée de René Girard, même si l'on ne va pas du tout en faire le tour, d'abord parce que j'en suis bien incapable et parce que nous n'en avons pas le temps, je voudrais que nous soulevions la question suivante: pourquoi la littérature constitue-t-elle la porte d'entrée dans l'édifice du désir mimétique? Tout simplement parce que le roman, au fond, peut être comparé à une expérience scientifique. Tel un scientifique qui crée pour les besoins de son expérience un monde idéal circonscrit à son laboratoire, le romancier, par le récit, crée un monde cohérent, débrayé du monde réel, duquel nous sommes tous partie prenante, mais qui prend les apparences et les repères de ce même monde réel. Ainsi, le romancier, dans la position de Dieu, en quelque sorte, perçoit des réalités qui lui sont inaccessibles tant qu'il n'est qu'un élément dérisoire de l'ingénierie infiniment complexe des rapports humains. Sous couvert de fiction, l'inavouable peut être révélé, l'inconscient porté à la surface du conscient, à la surface la plus immédiate de la réflexion. Pour donc présenter ce concept fondamental, fondateur de la pensée de René Girard, à savoir la structure triangulaire du désir, je vous propose de faire un parcours en 4 points. Tout d'abord, on va tâcher de définir le concept de désir triangulaire à travers la distinction, précisément la distinction romantique-romanesque. En quelque sorte, nous allons procéder à un commentaire de ce titre qui peut paraître rigolo, amusant, mais qui en réalité est tout à fait sérieux et correspond à une idée bien claire et bien précise de René Girard. Dans un deuxième temps, nous allons aborder une histoire du roman grâce à l'évolution du désir triangulaire. C'est-à-dire que René Girard démontre que cette structure triangulaire du désir évolue à travers le temps et que cette évolution du désir triangulaire eh bien, induit une histoire du roman. En cela, René Girard est un authentique critique littéraire. Dans un troisième temps, nous verrons que dès Mensonges romantiques et vérités romanesques, on voit que la pensée de René Girard ne doit en aucun cas s'articuler à la seule critique littéraire, parce qu'il articule l'histoire du roman à une histoire politique. Et il montre que la structure triangulaire du désir romanesque s'articule à une évolution des structures sociales et politiques. Nous le verrons. Et dans un quatrième temps, je voudrais en quelque sorte faire une ouverture et insister sur un point qui me semble tout à fait fondamental, qui est que René Girard ne peut se comprendre que si l'on considère qu'il est un apologète chrétien. On peut penser, surtout lorsqu'on lit Mensonges romantiques et vérités romanesques, que la pensée de René Girard est une pensée pessimiste, ou en tout cas anti-moderne. Mais je crois que ce qui peut habiter la pensée de René Girard d'Espérance, c'est cette dimension apologétique, c'est-à-dire de défense et illustration de la foi chrétienne. Et donc, on peut le discuter, ce peut être, voilà, comment dirais-je, certains peuvent le regretter, mais je pense que c'est un point tout à fait fondamental et qui donne une certaine perspective à la pensée de René Girard. Et au fond, il n'y a rien de problématique à cela. Personne ne dénie le génie de Pascal, bien que Pascal soit l'un des plus grands apologètes et illustrateurs de la foi chrétienne. Donc nous pouvons passer à notre premier point. Donc nous allons tâcher de définir très brièvement le concept de désir triangulaire à travers la distinction romantique-romanesque. La distinction peut paraître ténue, mais il n'en est rien. Qu'est-ce que la distinction romantique-romanesque? Pour rappel, est romantique ce qui relève du roman.
et romanesque, ce qui relève du roman comme genre littéraire, comme objet textuel, n'est-ce pas? Et romantique, ce qui relève du romantisme. Qu'est-ce que le romantisme? Le romantisme, vous le savez sans doute tous, est un courant esthétique et philosophique qui trouve son origine dans les pays germaniques à la fin du XVIIIe siècle et qui s'étend principalement en France, en Espagne et en Italie tout au long du XIXe siècle. On va voir aussi un romantisme anglais, mais d'une certaine manière, j'oserais dire que les Anglais sont par nature romantiques. Et d'ailleurs, le romantisme est aussi un état d'esprit, une manière d'être au monde, une manière de concevoir le rapport de l'individu au monde qui dépasse largement une époque et un espace. Pour le définir brièvement, le romantisme est une attitude, un état d'esprit qui revendique la prévalence du sentiment sur la raison, la prévalence de l'imagination sur l'analyse critique. Ainsi donc, le romantisme prétend que le sujet définit le monde, ses relations aux autres et son rapport aux réalités physiques et spirituelles à partir d'une subjectivité originale et irréductible. Le sujet est d'abord et avant tout autonome, selon le romantisme. Qu'est-ce que le roman? Il est difficile de définir le roman tant il existe de définitions. On peut dire qu'il y a autant de définitions du roman que de romans. On peut cependant s'accorder sur le fait que le roman est un récit d'une certaine longueur, qui a pour centre un ou des personnages que l'on suit dans un univers clos et unifié. Et on suit ces personnages dans un univers clos et unifié à travers un parcours qui permet d'accéder à la vérité profonde de ce ou de ces personnages. Le romantisme donc croit à l'autonomie du sujet. Or, Girard pense qu'un désir par définition ne peut être que médiatisé. Je ne désire un objet que par rapport à un modèle qui désire ou possède cet objet. Le roman met à nu la vérité d'un ou des personnages. Par conséquent, le romantique ou le romantisme est du côté du mensonge. Le romanesque ou le roman est du côté de la vérité. Nous comprenons ainsi le titre « Mensonge romantique et vérité romanesque ». Alors il faut bien comprendre que le roman, comme genre littéraire, ne peut pas se définir par sa forme, mais plutôt par son contenu, et plus précisément par la valeur de ce contenu. Un roman est romanesque s'il dit la vérité de l'homme. Un roman va être dit romantique s'il la dissimule. Et quelle est cette vérité? Girard croit la trouver chez cinq romanciers d'élection. Cervantes, d'abord, que l'on considère comme le premier romancier moderne. Bien qu'il reprenne des codes des romans antiques, il présente des originalités qui font dire aux critiques littéraires qu'il est le premier romancier moderne. Donc Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski. Tous ces cinq romanciers, malgré leurs différences, dépeignent au fond le même visage de l'homme. Tous ont révélé une même vérité, et cette vérité, c'est paradoxalement qu'il y a une inauthenticité de l'être humain. Le héros romantique se croit authentique, puisqu'il croit que son sujet est absolument original et irréductible, et que tout ce qu'il voit du monde lui est strictement propre et ne peut appartenir à aucune autre personne que lui-même. Il pense tenir ses désirs de lui-même, et la passion qu'il mène est la sienne, et elle le constitue, selon le sujet romantique. On peut dire que son successeur existentialiste, lui, se veut libre, maître de lui-même. Romantique et existentialiste se rencontrent dans une même illusion de la personne individualiste, de la personne individu irréductible à elle-même, ce qui d'ailleurs est une contradiction avec la notion même de personne, qui dans son sens étymologique signifie que on est traversé par des sons, c'est-à-dire qu'on est un individu qu'en tant qu'on communique entre nous. Chacun se croit soi, conduit par son désir ou sa volonté. Croyance universelle sans doute,
hein. Nous avons tous cet a priori, ce jugement premier, croyance universelle sans doute, et qui semble l'évidence même. Je désire cela, hein, est une affirmation dont l'immédiateté est apparemment la même que celle du cogito cartésien. C'est en elle pourtant que Girard voit le mensonge, qu'il appelle romantique. Car en vérité, ce n'est jamais moi qui désire, mais l'autre qui désire en moi. À l'exception des besoins purement organiques, faim ou soif, tous nos désirs, même les plus intimes, sont empruntés à autrui. Ils nous sont imposés du dehors par un personnage visible ou invisible que Girard nomme médiateur. On peut donc considérer le premier roman que Girard cite dans Mensonge romantique et vérité romanesque, qui est Don Quichotte, premier des romans modernes. Cet homme simple et bon, néanmoins aristocrate, décide au soir de sa vie de quitter son village pour aller combattre les géants. Il se coiffe d'un plat à barbe, qui est censé imiter les casques espagnols, enfourche sa jument et s'en va sur les routes. Et René Girard, au fond, pose cette question toute simple, pourquoi Don Quichotte agit-il ainsi? Et en réalité, ce personnage de Cervantes que l'on vient de camper rejoint la question fondamentale de la motivation cachée de nos actes, autour de laquelle tournent tous les philosophes de notre temps. Or, à cette question, Cervantes, selon Girard, a répondu en clair Cervantes, finalement, a dévoilé une réalité que les exégètes modernes, les critiques modernes n'ont pas parvenu à découvrir d'eux-mêmes. Tout simplement, Don Quichotte, alors il faut connaître un peu l'histoire littéraire de l'époque, du XVIe siècle, Don Quichotte a cédé à la mode de son temps. Il a lu des romans de chevalerie qui étaient très à la mode dans les cours et dans la classe aristocratique, et il subit l'attraction du modèle proposé par son époque. S'il s'arme en chevalier, c'est parce qu'il veut imiter Amadis de Gaule, Amadis de Gaule, qui était le personnage principal du roman de chevalerie le plus connu de l'époque. Don Quichotte est fou, parce qu'il finit par confondre la réalité du roman avec sa propre réalité, mais, nous dit Girard, cette folie est celle de tous les hommes, à notre échelle. Le vieux hobereau, le vieil aristocrate, n'a pas envie de courir les routes. De même, Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, n'aime pas vraiment Mathilde de la Mole. Et les invités de Madame Verdurin s'ennuient mortellement dans son salon du boulevard Saint-Germain. Aucun d'eux n'est conduit par un désir réel. C'est l'autre, en l'occurrence Amadis de Gaule pour Don Quichotte, qui nous indique toujours l'objet de nos désirs. L'objet convoité, sitôt possédé, révèle sa nullité, au fond. Nous ne l'aurions jamais désiré si l'on ne nous avait pas dit qu'il était désirable. C'est là une vérité que nous dissimulons soigneusement parce qu'elle est mortelle, parce qu'elle nie notre volonté d'être absolument irréductible à nous-mêmes, et que le roman pourtant a pour mission de révéler. Seul le romancier, au fond, est lucide. La psychologie a depuis longtemps reconnu l'importance de l'imitation dans la vie psychique, mais elle en limitait l'action à la couche extérieure de la personnalité, nos actes, nos croyances et peut-être les plus superficielles de nos sentiments. Mais au-dessous de cette couche extérieure, la psychologie réservait la part de la personnalité véritable ou du moi profond, c'est une formule de Bergson. Donc la personnalité véritable se trouvait dans le moi profond. D'où se déduisait tout naturellement une morale de l'authenticité. Devenir soi-même, c'est la formule même de la morale romantique et d'aujourd'hui encore. Être soi-même, venez comme vous êtes chez McDonald's. René Girard répudie cette morale comme cette psychologie qui la fonde. Le moi profond n'existe pas. Sitôt que l'on quitte le désir animal pour accéder au désir humain, on quitte l'authentique pour accéder à l'inauthentique. On entre dans la sphère d'action de la médiation. Il est donc en nous deux types de désirs dont on peut exprimer la différence par une métaphore spatiale. C'est pour ça que la notion de triangle est importante. Il y a le désir animal qui est direct et s'exprime par une ligne droite qui va du sujet à l'objet. Et puis, on a le désir humain qui est emprunté à l'autre et peut donc être figuré par un triangle dont le sujet, l'objet et le médiateur occupent
hein, les trois sommets. Quel nom donner à la forme triangulaire du désir? On peut l'appeler snobisme. Hein. On peut l'appeler snobisme en donnant à ce mot son acception la plus large. On conçoit généralement le snobisme comme un désir parmi les autres, une passion semblable à celle de l'avare ou du joueur. Le snob aspire à fréquenter le monde comme l'avare à posséder la richesse. Le snobisme est en fait la forme commune de tout désir et de toute passion. Et snob, celui qui se fait désigner par l'autre ce qui est beau, ce qui est bon ou ce qui est vrai, communément admis. Et snob, l'homme, parce qu'il est un être social. La sociabilité est l'essence de l'homme et le snobisme, l'essence de la sociabilité. Alors, juste je termine ce premier point par cette idée, nous ne sommes pas transformés par l'imitation. L'imitation nous constitue, nous sommes constitués par l'imitation selon Girard. Je passe donc à mon deuxième point, qui est donc de déterminer une histoire du roman grâce à l'évolution du désir triangulaire. On est bien d'accord on pourrait penser que les romans ne peuvent pas nous enseigner grand-chose, puisque la structure du salon du Faubourg Saint-Germain tel qu'il est décrit chez Proust n'a plus rien à voir avec les cercles de sociabilité actuels. Donc sans doute, le Faubourg Saint-Germain tel que le décrit Proust a disparu, mais c'est qu'il s'est transformé ou plutôt étendu. Le snobisme à la fin du XIXe siècle était encore localisé dans la couche supérieure de la société. Il est aujourd'hui coextensif à la société tout entière. La mondanité, au sens du XVIIe siècle, au sens où on le trouve chez la princesse de Clèves, la mondanité, au sens où c'est cette structure sociale propre au code et qui régit les relations entre les gens de la haute société, n'a pas disparu avec le monde au sens ancien régime du terme. Bien au contraire, elle a absorbé le corps social en entier. Le monde, aujourd'hui, au sens XVIIe siècle du terme, c'est tout le monde. En même temps, le snobisme a changé, sans perdre pour autant son essence. La médiation, elle est éternelle selon Girard, puisqu'elle définit l'homme, n'est-ce pas? Mais ses formes ont varié au cours des temps. Il y a une historicité de la médiation, et c'est pourquoi il y a une histoire du roman. Et c'est là mon deuxième point, montrer que l'histoire du roman se superpose à l'histoire de la structure triangulaire du roman. De Cervantes à Dostoïevski, 3 siècles ont passé, au cours desquels la médiation a changé de face et le roman avec elle. La différence tient à la position du médiateur par rapport au sujet désirant. Chez Cervantes, le médiateur est supérieur au sujet. Amadis de Gaulle, n'est-ce pas, est un héros de légende, un demi-dieu. C'est là la forme externe de la médiation. Il n'y a strictement aucune superposition possible entre le monde d'Amadis de Gaulle et le monde de Don Quichotte. C'est donc une forme externe de la médiation. Flaubert marque une transition, parce que si l'on lit bien Madame Bovary prend pour modèle des êtres de fiction, elle aussi, dans des petits romans qu'elle achète dans la librairie de la ville la plus proche. Donc Madame Bovary prend pour modèle des êtres de fiction qu'elle estime au-dessus d'elle, puisqu'elle est de la province et que ses modèles sont parisiens. Et donc, elle imite la capitale en sachant très bien qu'elle ne pourra jamais atteindre la capitale. Donc, elle veut imiter la capitale, mais sans rivaliser avec elle. Nous sommes encore, chez Flaubert, dans le caractère externe de la médiation. Mais vous voyez qu'on commence quand même à se rapprocher du deuxième type de médiation, qui est la médiation interne, et qu'on va trouver chez Stendhal en particulier, où le modèle n'est plus que le semblable. Le modèle que je prends pour désirer, il est pareil que moi, il est de la même classe sociale, il a le même âge que moi, il a les mêmes vêtements que moi, il a la même manière de parler. Il est l'égal de l'imitateur. On est passé ici à la forme interne de la médiation. Une conséquence capitale résulte de cette différence à première vue abstraite. La médiation externe est médiation sans concurrence. Il n'y a pas de concurrence possible entre Don Quichotte et Amadis de Gaulle. On ne rivalise pas avec un supérieur reconnu, on ne cherche pas à lui prendre ce qu'il a, et l'imitateur se contente d'un substitut, le casque en forme de plat à barbe, n'est-ce pas ?
Ainsi, l'enfant peut imiter l'adulte sans vouloir le déposséder. La forme externe peut être une forme heureuse de médiation, exaltante. Dans la forme interne, le médiateur et le sujet désirent la même chose, et là apparaît quelque chose de nouveau qui est la violence. On ne peut désirer la même chose que l'autre sans vouloir la lui enlever. Imiter l'égal, c'est à la fois l'admirer et le haïr. La médiation interne est médiation malheureuse. La médiation externe est une médiation heureuse et la médiation interne est une médiation malheureuse. Amadis de Gaulle, donc là je cite René Girard, ne peut pas disputer à Don Quichotte la tutelle des orphelins en détresse. Il ne peut pas pourfendre à sa place les géants. Valenod, par contre, peut enlever son précepteur à M. de Rênal. La médiation interne est donc nécessairement conflictuelle et avec elle s'introduisent au cœur de l'homme ce que Stendhal appelle les sentiments modernes, c'est-à-dire l'envie, la jalousie et la haine impuissante. Je pense qu'il faut que je passe parce que sinon je n'aurais pas fini de présenter mes deux derniers points. Donc le troisième point, c'est de bien comprendre que cette histoire du roman et donc du désir triangulaire est associée à l'histoire du politique et à l'histoire des structures sociales. Et c'est là où on voit que des mensonges romantiques et vérités romanesques, on s'échappe de la critique littéraire pour tout de suite aller, par la médiation de l'histoire, vers des considérations plus anthropologiques. En effet, René Girard note, à partir des analyses de Tocqueville, je pense que c'est très important, au fond, René Girard, il sait peut-être lui rendre justice, que de bien comprendre que René Girard, au fond, n'a rien inventé. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux, je pense, pour un penseur que de penser qu'il a inventé, comme ça, il a découvert quelque chose que jamais personne n'aurait découvert. Et là, sans doute qu'on tomberait dans une chimère romantique. René Girard, au fond, ne fait que rassembler des intuitions, des réalités que beaucoup d'autres personnes, au fond, ont remarquées avant lui. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de remarquer René Girard, d'aborder René Girard. Et donc, René Girard, en reprenant les analyses de Tocqueville, de la démocratie en Amérique en particulier, montre qu'en abolissant les privilèges, la Révolution a livré les hommes à la médiation interne. Que par la Révolution française, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, le fait de revendiquer la liberté, nous sommes passés d'une médiation externe à une médiation interne. Et je vous cite Tocqueville, « Cette même égalité qui permet à chaque citoyen de concevoir de vastes espérances rend tous les citoyens individuellement faibles. Elle limite de tous côtés leurs forces en même temps qu'elle permet à leur désir de s'étendre. Ainsi, dans l'Ancien Régime, le pouvoir de l'individu ne s'étendait pas au-delà de son droit. Il lui était possible de ne pas désirer ce qu'il savait ne pouvoir posséder. Avec la démocratie, le droit est immense, tandis que le pouvoir est infime. Chacun a théoriquement tous les droits et pratiquement aucun pouvoir. La société égalitaire n'a fait qu'exaspérer le malheur de l'homme en intensifiant son désir. » Et ici prend place la loi fondamentale de la médiation que Girard formule ainsi, je cite encore Girard, « Le désir se fait toujours plus intense à mesure que la médiation, que le médiateur, se rapproche du sujet désirant. » Le désir se fait toujours plus intense à mesure que la médiation se rapproche du sujet désirant. L'objet possédé par un être supérieur peut sembler inaccessible et l'on peut se consoler de ne pas l'obtenir. Don Quichotte ne cherche pas à égaler Amadis, pas plus que le courtisan ne voulait prendre la place du roi. Mais l'objet possédé par un égal nous appartient de droit, puisque nous sommes son égal. Donc pourquoi n'aurions-nous pas l'objet que notre égal possède ? Le désir se fait plus intense et la concurrence s'exaspère avec l'égalité. La société sans classe, si elle existe, ne sera pas une société sans concurrence. Bien au contraire, la concurrence connaîtra alors son paroxysme. Je cite René Girard, source de bénéfices matériels considérables, cette concurrence est une source de souffrance spirituelle plus considérable encore. Les sociologues positivistes espèrent en l'avenir parce que l'industrie, au XIXe siècle, est capable d'augmenter sans limite les biens matériels. Mais ils fondent leur optimisme sur une erreur. Ils croient que l'homme ne désire que des biens réels, ceux-là même dont les progrès de la science promettent la future abondance. Mais il n'y aura jamais abondance du seul bien désiré par l'homme. Le prestige ne peut se partager sans disparaître, et l'économie de prestige sera toujours une économie de pénurie.
De ce néant seul désiré, l'homme ne sera jamais rassasié. Pour qu'un objet apparaisse comme un bien, il faut qu'il soit refusé ou à soi-même ou aux autres. Seul l'obstacle que l'on va rencontrer par l'intermédiaire de la médiation pour l'obtenir fait son prix. Et l'on n'a envie d'une chose que si elle est enviée. L'homme ne peut jouir que du privilège. Et les sociologues américains, à ce propos, ont déjà perçu dans l'économie d'abondance les premiers signes de la médiation interne. La consommation des peuples riches devient ostentatoire. L'égalité n'existera jamais, en réalité, parce que s'il y a égalité, tant que nous sommes ici-bas, elle tue le désir humain. Sitôt ces besoins matériels satisfaits, l'homme se chargera toujours d'inventer de nouveaux privilèges. Il recréera sans cesse de nouvelles castes, de nouveaux cercles fermés, qui ne sont riches que du désir des postulants malheureux. Nous ne sommes riches que du désir des postulants malheureux. Toute société, quelles que soient ses institutions, est promise à la division. Le plus beau tableau que dispose Bernard Arnault n'aurait aucune valeur si nous avions tous le même. Car ce ne sont pas les intérêts qui créent les programmes et les programmes qui engendrent les oppositions, mais les oppositions qui engendrent les programmes, pour reprendre une formule de René Girard. Ce n'est pas la différence qui fait la lutte de classe, mais la lutte qui fait la différence, et la lutte pour le pouvoir est fatale parce que le pouvoir est la définition même du privilège. Voilà. Alors, je passe donc au quatrième point, parce que peut-être qu'on pourra revenir sur ce que j'essaye de vous présenter lors des questions. Mais donc je passe à mon quatrième point, et qui me semble tout à fait important, qui est que tout ce que dit René Girard, et qui peut sembler assez pessimiste, me semble avoir son débouché dans une perspective apocalyptique, et donc eschatologique. Mais alors, permettez-moi d'abord de définir ce que c'est que l'apocalypse et ce que c'est que l'eschatologie. Eschatologique, ça vient du grec dernier, schaton, ce qui est en dernier, et donc c'est les derniers, ce qui est en rapport, c'est la science des temps qui sont les derniers, et apocalypse, ça veut dire dévoilement. Et donc, justement, René Girard attribue au roman une dimension apocalyptique, au sens étymologique du terme, au sens où elle dévoile le mécanisme du désir que nous nous avouons pas à nous-mêmes parce que nous en avons honte. En tout cas, pour ce qui est du désir avec une structure interne, avec une médiation interne. Or, l'homme ici-bas, tant qu'il est homme, ne peut pas vivre sans cette structure. Et dès lors que nous avons conscience de cette structure médiatisée, surtout quand cette médiation est interne, eh bien nous sommes comme un petit enfant qui, vous savez, lorsqu'on apprend à faire du vélo, regarde ses pieds pédaler, eh bien on se casse la figure. Et donc, il y a une chose très importante, c'est que René Girard articule très rapidement au cours de son œuvre cette dimension apocalyptique du roman a le caractère particulier du corpus biblique. J'entends par biblique aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et donc, René Girard en vient à dire que le désir triangulaire, il appelle ça le désir métaphysique. Je vais vous dire pourquoi. Et que ce désir métaphysique, c'est-à-dire ce désir triangulaire, avec une médiation qu'elle soit externe à la manière de Cervantes avec Amadis de Gaule ou interne, comme on peut le voir dans Le Rouge et le Noir, est une parodie de la relation verticale de l'homme vers Dieu. Le désir triangulaire produit une transfiguration des objets. Cela signifie que ce n'est pas l'objet du désir en lui-même qui est désiré, mais la supériorité métaphysique que sa possession est censée procurer. Qu'est-ce que la supériorité métaphysique ? Elle est en quelque sorte synonyme de divinité ou de maîtrise radieuse, c'est-à-dire que c'est une expression employée fréquemment par René Girard. Prenons un exemple. Un homme désire une berline allemande.
Ce ne sont pas les qualités objectives, les caractéristiques intrinsèques de l'objet berline allemande qui suscite le désir de cet homme. L'essentiel de l'intensité de son désir découle de l'idée que la possession d'une berline allemande fera de lui quelqu'un de mieux, de supérieur. Le désir métaphysique, que René Girard appelle également maladie ontologique, c'est-à-dire maladie de l'être, constitue une transcendance détournée par rapport à la transcendance verticale, celle qui s'adresse à Dieu. En effet, le désir métaphysique s'adresse à l'homme et avant tout à l'homme qui est le plus proche de nous et le moins différent. Le désir métaphysique est donc tout à la fois orgueil prométhéen et projet d'autonomie totale, assimilant l'homme à Dieu. Car plus le désir est emprunté, plus nous croyons fermement qu'il ne vient que des profondeurs de notre être. Tragique et révélatrice perversion du sens du mot « prochain », le prochain n'est plus le frère en Dieu, mais le rival abhorré, celui qui est le plus proche de nous, par son potentiel de rivalité mimétique. Comme si la vacuité du désir métaphysique, qui ne désire jamais rien de concret, au fond, mais seulement des signes de la réalité, avait tout à coup décuplé la puissance de ce désir. Mais là, ce n'est pas vers Dieu que se tourne le désir métaphysique. Il est indispensable de bien le comprendre. C'est bien plutôt vers Satan, en cela que le désir métaphysique sème partout haine et discorde. Donc on peut prendre Satan dans son terme, dans sa dimension métaphorique, au sens de diable, celui qui divise, diabolon. C'est bien plutôt vers Satan, en cela que le désir métaphysique sème partout haine et discorde, désir de mort, symbolique ou réel. La rivalité est toujours désir de tuer l'autre, ne serait-ce que de manière symbolique, socialement, politiquement, affectivement, et non par amour et miséricorde, pardon et bienveillance. Au stade ultime, le désir métaphysique fait vivre à ses victimes un véritable enfer. Et donc, René Girard pense que dans le récit de l'Évangile, avec le récit de ce sacrifice de cette personne absolument innocente, eh bien, on trouve le dévoilement de cette mécanique qui en réalité est parfaitement illusoire et qui est précisément rachetée au moment même où elle permet de rétablir la médiation sur le bon axe, c'est-à-dire une médiation verticale de l'homme vers Dieu.